Je suis ravi de vous retrouver dans ce contexte dramatique. Claude Guéant, vous le savez, a été ministre de l'Intérieur. Il est notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et donc sur l'antenne de LCI. Alors, il y a des questions politiques et il y a des questions techniques. Mais sur le plan, j'allais dire, humain, est-ce que vous avez le sentiment, je reprenais avec Delphine Bateau l'expression de Michel Houellebecq, que la France, hier soir, en descendant dans la rue, après ce qui s'est passé, finalement, a refusé toute forme de soumission? C'est vrai que la réaction des Français, réaction spontanée, hier soir, était particulièrement frappante. Et Ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. oui, absolument. Et avant même que des mots d'ordre précis soient donnés, les gens se sont rassemblés en masse et ils n'étaient pas tous des lecteurs de Charlie Hebdo et de loin. C'était simplement des gens qui voulaient affirmer leur attachement à l'une des valeurs républicaines fondamentales, à savoir la liberté de la presse et la liberté de l'expression. Mais je pense que plus profondément, c'était aussi des gens, et c'est le sentiment des Français aujourd'hui, à mon sens, que nous sommes sous le coup d'une menace importante qui porte atteinte non seulement à cette valeur-là, mais qui veut aussi porter atteinte à toutes nos valeurs et aussi susciter entre les Français les affrontements. Et nous sommes en face d'une entreprise qui veut porter atteinte à l'ordre républicain et susciter les clivages et les affrontements au sein de notre pays. Alors justement, on aborde les questions techniques, on va revenir sur les questions à caractère politique. Sur les questions techniques, est-ce qu'il est possible ce matin, au fond, d'évaluer la durée de la traque? Parce que ça a été très vite pour identifier les deux hommes à cause de cette fameuse carte d'identité, mais de l'identification à la récupération et au danger de l'interception, quelle que soit la nature, est-ce qu'il y a une évaluation possible? Bon, c'est complètement impossible, bien sûr, je n'ai pas d'éléments. Peut-être les services policiers qui sont dans l'action ont-ils une appréciation? Je ne l'ai pas. Il y a eu un élément de chance là-dedans, c'est que les agresseurs, qui par ailleurs se sont montrés très préparés, très professionnels, ont commis une grande erreur en abandonnant une carte d'identité, ce qui a mis sur la piste. Et dès lors que l'identité des tueurs présumés est connue, je pense qu'il y a une certitude d'interpellation. Mais ça peut durer quelques heures comme quelques jours. Mais alors, la question qui sort de cette carte d'identité, après justement la bonne nouvelle au fond de leur identification, c'est de se poser, d'ailleurs vous aviez connu ça au moment de l'affaire Mera, c'est que faisait la DCRI auprès de ce frère Kouachi qui a été arrêté et condamné pour justement faire fonctionner ou avoir fait fonctionner une filière djihadiste. Comment se fait-il qu'il était dans une situation de liberté? Écoutez, à mon sens, d'abord, une situation de liberté, on est privé de liberté que s'il y a une condamnation normale, judiciaire mais pas dans notre surveillée, pays. c'est ça que je veux dire. Bon, je suis absolument convaincu qu'il était surveillé. Parce que, d'abord, il s'était déjà manifesté dans le cadre dit des filières irakiennes. Il avait voulu aller faire le djihad en Irak en 2005 ou 2006. Et cette filière, d'ailleurs, avait fait l'objet d'un certain nombre d'interpellations. Et depuis, elle s'était réactivée. Il y a eu d'autres interpellations dans les années récentes au sein de cette filière. Donc je suis absolument certain qu'il était surveillé. Ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il était sur un suffisamment plan surveillé? Vous savez technique... que c'est la question que vous avez posée à l'égard de Mera. Et Est-ce qu'ils sont suffisamment surveillés? Je vais vous dire, sur un plan technique, puisque vous m'invitez à parler technique, surveiller quelqu'un de façon permanente, ça signifie lui consacrer une vingtaine d'hommes. Bon, nous avons beaucoup de cibles à surveiller en France. Combien? Beaucoup de suspects. Le ministre de l'Intérieur lui-même a dit récemment qu'il y avait de l'ordre de 1200 personnes résidentes habituellement en France qui étaient soit engagées sur le théâtre syrien ou irakien, soit revenues de ce théâtre, soit se préparant à partir. Ça fait beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il faudrait, si on fait le calcul simple, 24 000 personnes pour les surveiller. Voilà. Donc, en fait, les surveillances ne se font pas de façon constante et il peut y avoir des périodes, des moments auxquels les hommes dangereux échappent aux surveillances. Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous considérez que Bernard Cazeneuve et les responsables justement de la sécurité en France actuellement ne se sont pas trop focalisés sur les départs à l'étranger et pas suffisamment sur ce qui se passait en France? Ça, c'est un problème qui est très important, mais si j'écoute ce que disent les représentants du gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur, il y a eu ces derniers mois, ces dernières semaines, plusieurs interpellations qui ont été analysées comme étant des occasions de déjouer des attentats en préparation. Donc il y a aussi
une action qui est en France. Ceci dit, la question que vous posez est plus large, et j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de m'exprimer devant vous sur ce sujet-là. Il ne faut pas seulement, à mon sens, tenter d'empêcher les départs, mais il faut aussi, dès lors que les moyens juridiques existants le permettent, empêcher les retours. C'est quelque chose qui est très important. Parce que les gens qui reviennent, définitivement, j'ai plaidé devant vous pour la déchéance de nationalité pour les personnes qui ont 2 nationalités. Dès lors qu'elles assassinent, décapitent, torturent, etc., elles ont fait fi de toutes les valeurs de la République française. Mais est-ce que ça devrait, par exemple, être le cas du frère Kouachi qui a été condamné? Lui était français. Il est français. Non, mais vous parlez de déchéance. Vous pensez qu'il serait normal que dans une procédure de ce type, ça aboutisse aussi à une expulsion et à une déchéance? Alors, je fais une nuance. Il y a des gens qui sont uniquement français, on ne peut pas faire des apatrides. Mais dès lors que quelqu'un aurait une double nationalité, ce que je ne sais pas s'agissant des frères Kouachi, eh bien, il me semble que la déchéance s'impose. Est-ce que vous considérez, parce qu'on vient de répondre à la question, c'est très difficile de savoir combien de temps peut durer la traque, mais la traque, elle est dangereuse, parce que soit ça se termine par une sorte d'impasse, ou d'une maison retranchée, etc., soit tout d'un coup, ça se passe en pleine rue. Oui, puis aussi, il peut y avoir aussi des prises d'otages, ça peut être très très compliqué, effectivement. Enfin, ça, les services ont un métier qu'ils maîtrisent et ils font au mieux de leur savoir-faire. À votre avis, puisque vous connaissez bien le ministère de l'Intérieur, combien de policiers sont mobilisés actuellement? Ce matin à 7h, à 8h21 À mon sens, c'est tout à fait considérable. Il doit y avoir entre 1500 et 2000 fonctionnaires de police qui sont affectés spécifiquement à cette affaire, à mon avis. Est-ce que vous considérez, deuxième point, qui est l'aspect politique, d'abord que François Hollande, est-ce que vous le soutenez, cette affaire? Écoutez, dans une affaire comme celle-là, je crois qu'il y a un devoir de soutien à l'exécutif légitime du pays. L'exécutif, le gouvernement, le président de la République font ce qu'ils estiment devoir faire. Les circonstances sont difficiles et nous devons appuyer leurs efforts pour régler cette affaire. Appuyer leurs efforts, mais pendant combien de temps? C'est-à-dire pour la période qui va aller de maintenant jusqu'à la fin de cette affaire avec la manifestation de samedi? Ou est-ce que quelque chose, après tout vous êtes un responsable politique, est-ce que vous considérez que quelque chose est en train de changer dans le ton qui existe entre l'opposition et la majorité aujourd'hui en France? Mais il y a affirmé de la part de tous les responsables politiques la volonté d'unité nationale. Et je crois que c'est une bonne chose. Cela étant, il faut s'entendre sur l'interprétation que l'on fait de cette unité nationale. À mon sens, c'est important qu'il y ait une réaction unanime de notre population, de tous les responsables politiques, mais il ne suffit pas d'exprimer une unité nationale dans la condamnation ou dans le chagrin. Il faut que cette unité s'exprime de façon positive. Et je pense qu'il est très important que cette unité rappelle que l'ensemble du peuple français tient à un certain nombre de valeurs. Nous avons tout à l'heure évoqué celle de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion, mais dans les valeurs qui sont spécifiques à la République française, il y a aussi la liberté, il y a la vie démocratique, il y a l'égalité entre les hommes et les femmes. Et je crois que c'est l'occasion pour notre pays de se ressaisir et de mettre un terme à la complaisance dont il a trop souvent fait preuve à l'égard des communautarismes, les communautarismes qui font le terreau d'idéologie qui anime ces terroristes, mais qui de toute façon sont une négation de l'idée républicaine. Claude Guéant, on va y revenir, mais je reste sur cette histoire d'union nationale. Il y a plusieurs hypothèses. Soit on est dans le contexte Mera, ça dure quelques heures et la campagne électorale redevient violente, ça a été le cas entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, soit parce que c'est aussi un souhait qui est exprimé par François Fillon ou par d'autres, le climat change et peut-être que François Hollande peut trouver une sorte je dis pas de porte de sortie politique, lui qui est dans une impasse, mais il essaye d'inventer quelque chose qui associerait à la gestion du pays une partie de l'opposition qui le souhaiterait. Je crois que l'unité nationale se fait actuellement, et j'espère qu'elle durera dans les conditions que je viens d'exprimer, sur la menace terroriste et sur la lutte contre le terrorisme, parce que la menace est réelle. Enfin, elle n'est pas seulement en France. Force est d'observer que partout dans le monde, il y a des attentats. Au Canada, en Australie, en Belgique, partout il y a des choses. Donc c'est vraiment un phénomène d'une ampleur exceptionnelle. Cela étant, je crois que ce serait pour la démocratie tout à fait regrettable que les voix se taisent sur d'autres pans
de l'action publique sur lesquels il y a le gouvernement. Un fondamental désaccord. Non, mais j'appelle pas un gouvernement d'union nationale, mais je prends un exemple simple qu'on évoquait avec Elisabeth Guigou tout à l'heure. C'est la semaine prochaine, on revote sur la politique étrangère et donc sur l'intervention de l'armée, par exemple, au Proche-Orient. Est-ce que vous considérez qu'il faut soutenir là aussi et voter pour cette intervention et son maintien? Dans les domaines de politique étrangère, il y a eu, tous ces derniers mois, une très grande unanimité. L'intervention de Mali a été soutenue, l'intervention en République centrafricaine a été soutenue, et je pense que l'intervention que nous faisons en Irak sera également soutenue. Ça me semble logique, mais ça ne veut pas dire que le gouvernement se trouve pour autant exonéré de toute critique sur l'ensemble de sa politique. Enfin, il y a des choses à dire sur le plan économique ou sur le plan social, par exemple, elles continueront à être dites. Toute proportion gardée, je mesure mes mots, parce que c'est impossible de se dire que ce qui s'est passé hier est comparable au 11 septembre. Mais est-ce que vous considérez que dans un contexte français, avec non pas une internationale terroriste, des avions et l'impact que ça a eu, est-ce que vous considérez que c'est un peu quand même une certaine forme de 11 septembre à la française quand on voit les réactions, la reine d'Angleterre, Obama, les principaux pays qui sont derrière nous, en dehors peut-être de l'Iran et de la Turquie, qui prennent leur distance? Oui, je crois effectivement, pour reprendre votre expression, que c'est une certaine forme de 11 septembre. Le 11 septembre était l'attentat du terrorisme d'une époque. C'était l'époque d'Al-Qaïda, avec des organisations d'attentats qui étaient très programmées, très organisées, qui mettaient en œuvre des moyens très importants. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation différente, avec plusieurs organisations terroristes concurrentes. L'État islamique s'est ajouté à Al-Qaïda et à quelques autres. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir des grandes organisations, nous avons plutôt le spectacle de petits groupes qui agissent de façon très autonome, mais dans un contexte, qui n'ont pas forcément besoin d'une instruction précise à un moment, mais qui, sur l'instruction d'une fatwa, se sentent autorisés ou incités à faire à un certain moment. Et nous avons là le plus gros attentat commis dans ce nouveau contexte. Est-ce que vous considérez que finalement, dans ce contexte que vous venez de définir vous-même, la guerre en Libye menée par Nicolas Sarkozy a été une profonde erreur? Parce que Jean-Yves Le Drian dit maintenant, il appelle à une coalition internationale pour intervenir en Libye. Je sais que c'est pour vous une question compliquée, mais après tout, il faudrait... Non, j'y répondrai très volontiers. Bon, je pense que c'est toujours facile de refaire l'histoire après. N'oublions pas que l'intervention franco-britannique appuyée par les États-Unis en Libye a été décidée pour éviter un bain de sang, le massacre d'une ville entière qui était Benghazi. Oui. Bon, ça, il ne faut pas l'oublier quand même, parce que nous avons, au regard des valeurs que nous rappelions tout à l'heure... derrière. Alors ensuite, effectivement, je pense qu'il reste une responsabilité des pays intervenants en particulier, et plus largement de la communauté internationale. Au minimum, sur le plan diplomatique, il devrait y avoir une intervention. Parce que la Libye est le théâtre de factions extraordinaires, d'affrontements de tous les jours. Il y a des attentats tous les jours. C'est un bain de sang en Libye. Il n'y a plus d'autorité. Il y a plusieurs gouvernements. Donc à terme, plus rien ne fonctionne. Et il y a aussi des conséquences directes pour nous. Tout le monde voit à la télévision le spectacle épouvantable de ces migrants qui essayent de gagner l'Europe pour trouver leur salut. La plupart partent de Libye. Autrefois, la Libye bloquait ces migrations venant du Sud. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je crois qu'il y a au minimum la place pour une intervention politique. Et dernière question, parce qu'il nous reste 20 secondes et qu'il faut respecter à la fois pour Radio Classique et pour LCI, évidemment, les programmes d'édition spéciale. Est-ce que vous pensez que pour la manifestation de samedi, maintenant on sait que la gauche et la droite seront réunies, mais reste la grande question, celle du Front National. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le Front National puisse venir à cette manifestation et qu'il soit donc invité par tous ceux qui vont prendre la décision en se rencontrant ce matin, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et le président de la République? J'ai compris que le président de la République allait aussi rencontrer Madame Le Pen, ils en partiront. Ouais. Mais de toute façon, à une manifestation vont ceux qui ont envie d'y aller. Je pose la question se fait pas sur carton d'invitation. Bien sûr, mais est-ce que vous êtes favorable à ce que les représentants du Front National soient à cette manifestation? Ça, c'est leur décision. Et là, vous mettez en touche. Non, c'est leur décision. Il ne m'appartient pas de prendre une position au nom du Front National ou pour le Front National. Non, mais je vous demande votre sentiment. Votre sentiment, c'est pas une prise de position. Non, c'est un sentiment, c'est une prise de position. Je dis que c'est à eux qu'appartient la décision.